Chapitre 10. Une nouvelle alliance. Partie 2. Lucius éleva le bras et tendit la main vers la mezzanine. « Et voilà celui qui va nous aider à le réaliser !» Tous les regards suivirent son geste. Avant que les convives n'aient pu l'observer suffisamment, Voldemort disparut dans une énorme traînée de fumée noire qui décolla de la mezzanine, vola au-dessus des têtes et atterrit aux côtés de Lucius. Narcissa sentit Daisy lui saisir le poignet, mais elle se dégagea fermement, et Bellatrix se leva de son siège, les mains jointes, au comble de l'excitation. La silhouette de Voldemort apparut au milieu des volutes. Il adressa un signe de tête approbateur à Lucius, puis se tourna vers les convives et s'approcha du pupitre. « Bonsoir, mes chers amis, » dit-il de sa voix doucereuse, aiguë et sifflante. Dans la salle, les lumières vacillèrent un peu. « Mes alliés et moi-même sommes ravis de vous compter parmi nous, » poursuivit-il. « Vous vous demandez peut-être où sont mes partisans. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'ils se promènent parmi vous depuis le début de la soirée. » Et d'un même geste, toutes les silhouettes aux manteaux sombres et râpés passèrent leurs baguettes devant leur visage et leurs masques se volatilisèrent. Corban Yaxley, Antonin Dolohov, Thorfinn Raoul, Rodolphus et Rabastan Lestrange, Fenrir Greyback, Macnair, Travers, Gibbon, tous exposèrent leurs visages hostiles et striés de cicatrices au regard des autres sangs purs, qui s'écartèrent tous horrifiés. La vision de tous ces hideux personnages fit aussitôt retomber l'enthousiasme général. Dans la foule, quelqu'un laissa échapper un petit cri, et pendant plusieurs secondes, aucun mot ne fut prononcé. La salle était alors scindée en deux. Les familles fortunées d'un côté, qui regardaient avec crainte et dégoût le petit groupe d'hommes et de femmes vêtus de noir qui se trouvait à l'autre bout de la pièce. Le son qui perça le silence fut le claquement des talons d'Evan Rosier sur le sol de la salle de bal. Celui-ci s'avança d'un pas tranquille, dominant la foule de sa haute taille, roulant ses épaules bien sculptées sous son pardessus turquoise. Il s'avança vers le groupe d'embrumés et tendit la main à celui qui lui semblait le moins intelligent. « Bonjour, mon brave, » dit-il avec amabilité. Le petit homme replé parut intimidé par autant de grâce. Hypnotisé, il tendit la main et serra celle d'Evan Rosier, la bouche entr'ouverte, sous le regard des approbateurs de Corban Yaxley. Baldéric Parkinson s'avança à son tour. « Vous êtes un modèle pour nous tous, » dit-il d'une voix forte. « Notre alliance nous sera profitable, j'en suis certain. » Et Damian Notte les imita en rejetant ses longs cheveux noirs et lisses en arrière. « C'est un honneur de faire votre connaissance, » dit-il en s'avançant vers Travers. « La famille Notte se réjouit de faire alliance avec vous. » Peu à peu, l'atmosphère se détendit et l'espace qui se trouvait entre les deux clans s'amenuisa. Voldemort en profita pour reprendre la parole. « Évidemment, si certains refusent de se joindre à nous, je le comprendrai tout à fait, » dit-il d'une voix doucereuse. « Vous pouvez partir dès maintenant. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. » Quelques familles s'entre-regardèrent timidement. « Et pour être certain qu'il ne vous arrive rien sur le chemin du retour, mon homme de main, Fenrir Greyback, se fera un plaisir de vous raccompagner chez vous. » Corban Yaxley tapa sur l'épaule de l'intéressé. Celui-ci eut un large sourire pour laisser l'assemblée apprécier la longueur de ses dents pointues, ses ongles jaunes et crochus, et ses petits yeux noirs enfoncés dans leurs orbites. En voyant cela, ceux qui semblaient hésitants se ravisèrent immédiatement. « Parfait, »
conclut Voldemort en voyant que personne ne bougeait d'un millimètre. Le vieil elfe de maison que vous avez peut-être aperçu tout à l'heure va passer parmi vous avec une sacoche. Et si vous le souhaitez, vous pourrez lui donner quelques pièces ou quelques-uns de vos bijoux afin de participer au financement de cette guerre qui s'annonce victorieuse. Sur ces mots, il recula et laissa Lucius s'approcher du pupitre. Mes amis, nous voilà en guerre contre les Moldus, annonça-t-il avec un grand sourire conquérant. Nous nous apprêtons à rentrer dans l'histoire. Ainsi unis, aucun obstacle ne sera de taille à nous arrêter. Ensemble, nous marcherons vers la victoire et ensemble, nous gouvernerons le monde. Alors, il leva bien haut sa coupe en cristal. Que la fête commence! Tout le monde applaudit avec enthousiasme, et alors que l'orchestre d'instruments magiques se mettait à jouer, Narcissa osa enfin se tourner vers Daisy, qui n'avait pas cessé de la regarder pendant tout le discours, et qui était absolument atterrée. « Si, dit-elle simplement. « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle était plaquée sur son siège, le souffle court, et toute trace d'allégresse avait disparu de son visage. « Je vais t'expliquer, » lui dit Narcissa. Daisy secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il n'y a rien à expliquer, Sissi. Comment as-tu pu ?»« Non, écoute-moi, tu as bien entendu Piscus Crabbe l'autre jour. Tous ces gens auraient rejoint Voldemort, quoi qu'il arrive. Piscus Crabbe avait déjà commencé à les convaincre. Nous l'avons tout simplement devancé, mais ça n'aurait rien changé. Et puis, Abraxas rabaissait constamment Lucius. Je ne pouvais plus le supporter. Je voulais lui montrer de quoi nous étions capables sans lui. Et Piscus Crabbe et Orion, tu as vu comment ils parlaient de mon père. Nous ne pouvions pas les laisser prendre le pouvoir à notre place. Nous avions le choix. Participer au combat ou la subir de plein fouet. Voilà tout. Au lieu de se détendre, Daisy parut encore plus effrayée. Si, enfin, c'est la guerre. Ce n'est pas un jeu. On ne pactise pas avec des êtres aussi maléfiques simplement pour se venger ou pour imposer le respect. J'avais aussi peur pour Bellatrix, plaida Narcissa. Eh bien, tu aurais dû parler de cette impossible situation à quelqu'un de compétent. Je ne sais pas, au ministère, par exemple, ou à l'hôpital Sainte-Mangouste, que sais-je. À ces mots, le visage de Narcissa se ferma, et Daisy comprit immédiatement quelle erreur elle avait commise. Le ministère a voulu emprisonner mon père alors qu'il était innocent, dit Narcissa d'une voix glaciale. Et l'hôpital Sainte-Mangouste a fait semblant de soigner ma mère pendant des années, tout ça pour continuer de nous vendre ces fichues fioles à prix d'or. Ils nous ont ruinés, ils nous ont contraints à la soumission. Et tu voudrais que je leur livre ma sœur, la seule famille qui me reste? Si. Lucius est la seule personne qui m'ait jamais aidé, décréta Narcissa, dans le simple but d'être blessante. Je n'ai confiance qu'en lui. Derrière le loup orange de Daisy, son visage se ferma également. Très bien, dit-elle. Dans ce cas, je te laisse avec tes nouveaux amis. Au moment où elle se levait, ses deux parents étaient en train de se rapprocher. En voyant le manteau de fourrure de Vera Goyle, son Ravluc Albert posé sur son épaule et son cerbère nain qui se frottait à ses jambes, Narcissa sentit sa gorge se serrer. « Félicitations, lui dit sombrement Vera. Vous avez fait entrer le chat dans la cage au lutin. » Dans sa voix, l'inquiétude prenait encore plus de place que de la colère. « Je commence à avoir chaud, » murmura Fergus Goyle derrière elle. Contrairement à Vera, il ne semblait pas en colère, simplement absent. Face à eux, Narcissa resta obstinément silencieuse. Elle avait l'impression d'être une enfant que l'on grondait. « Partons immédiatement.
soupira Vera. Fergus va se trouver mal. Bonne soirée, Narcissa. Nous reparlerons de tout cela plus tard, si tu acceptes de nous revoir. Et, Prunas ayant rouvert la porte, elle entraîna son mari et sa fille vers l'extérieur. Narcissa les suivit des yeux pendant qu'ils s'éloignaient, et lorsqu'ils eurent disparu derrière la porte d'entrée, elle saisit sa coupe de champagne et la but d'un trait. Dès que les Goyle eurent franchi la porte d'entrée, Daisy se réfugia dans les bras de sa mère. « Je ne comprends pas ce qui lui a pris, » soupira Daisy en secouant la tête. « Le chagrin et la solitude nous poussent parfois à des extrémités difficilement imaginables, » lui répondit Vera en passant un bras autour de ses épaules. Fergus, qui était à quelques pas, sembla s'éveiller brutalement et approuva avec énergie. « C'est de vous, Vera chérie ? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vrai. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de ne jamais être malheureux. » Vera et Daisy sourirent, et Vera caressa la joue de son mari, qui faisait 20 bons centimètres de moins qu'elle. « Vous n'auriez pas dû venir, mon cher Fergus. Avec votre santé fragile, vous auriez pu faire un malaise. »« Ne vous en faites pas, » assura Fergus. « Je me sens déjà beaucoup mieux. » Un gros bruissement de feuilles au bas des marches du perron interrompit ce moment de tendresse. Leurs regards convergèrent vers le buisson que leur cerbère nain était en train de réduire en charpie. « Ça alors, Attila !» s'exclama Fergus Goyle. « Ne fais pas ça, tu pourrais te planter une épine dans le palais. » Et il se précipita pour arracher les 3 mâchoires du cerbère du bosquet de roses qu'il était en train de ravager. Vera et Daisy, quant à elles, longèrent machinalement le mur du manoir jusqu'aux grandes fenêtres à croisillons qui donnaient sur la salle de bal et se penchèrent discrètement pour y jeter un œil sans être vues. Au milieu des convives qui se donnaient l'accolade, elles aperçurent Narcissa, assise à sa table, à côté de Bellatrix qui applaudissait avec enthousiasme. Narcissa fixait intensément ses mains croisées devant elle et jetait parfois des regards furtifs à la chaise vide que Daisy venait de quitter ou à la porte que les Goyle venaient de franchir. « Le plus raisonnable serait de tous les dénoncer au ministère, » remarqua Daisy. Vera hocha la tête, accablée. « Oui, oui, c'est ce qu'il conviendrait de faire, en effet. » Dans la salle de bal, elles virent Narcissa saisir une bouteille de champagne et se resservir un verre, les yeux brillants. « Mais nous n'allons pas le faire, » soupira Daisy, « pour ne pas mettre Sissi et Edgar en danger, n'est-ce pas ?» Vera acquiesça et déglutit avec difficulté. Elle se détourna et leva les yeux vers le ciel encombré de nuages noirs. « Si Lulu voyait ça, » murmura-t-elle. Daisy lui prit la main. « Ne t'en fais pas, maman. Je suis sûre que Narcissa finira par réaliser qu'elle s'est trompée. » « Oui, sans doute. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cela arrive avant qu'il ne soit trop tard. » Dans un silence pesant, les 3 Goyle s'éloignèrent et disparurent dans l'obscurité. Quelques minutes après le départ des Goyle, 2 autres invités quittèrent la fête, et ils n'étaient pas de meilleure humeur que les premiers déserteurs. Piscus Crabbe était le plus furieux des 2 et ne cachait pas son mécontentement. « Satané Malfoy !» tonna-t-il. « Si seulement mes fils avaient rencontré tu sais qui avant Lucius, nous serions actuellement dans ma maison. Ce seraient mes fils qui auraient prononcé ce discours. Ce seraient eux qui auraient récolté tous les honneurs et qui seraient en train de serrer la main de tu sais qui en ce moment. Ah, cette crapule d'Abraxas, quand je pense que je lui ai servi mon ingénieuse stratégie sur un plateau. L'idée de leur offrir un repère, d'allier nos 2 clans, tout est de moi. Quand je pense qu'il prétendait ne pas être intéressé par tu sais qui, quand je pense que Lucius a indiqué une fausse rumeur à mes fils pour les envoyer dans le nord du pays, ils nous ont bien roulé ces enflures.
Mais ils le regretteront. Oui, ils le regretteront. Mes fils auront la peau de ce Lucius et moi, j'aurai la peau de son père. » Orion, à côté de lui, n'écoutait pas un mot des menaces de Piscus Crabe. En descendant avec difficulté les marches du perron de marbre noir, il tourna son petit buste raide et bancal vers les tourelles du manoir des Malfoy et laissa ses pensées dériver vers d'autres tourelles, celles de Poudlard. Si Voldemort appréciait les jeunes gens riches et ambitieux, Orion avait quelqu'un à lui présenter. Quelqu'un qui pourrait lui plaire, peut-être encore davantage que ce freluquet de Lucius Malfoy. Quel âge avait Régulus déjà? 13 ans? 14 ans? 14 ans. Ça n'était pas si jeune après tout. Il devait déjà être en train de devenir un homme. Dans la salle de bal, le champagne coulait de nouveau à flots dans les coupes en cristal. Les invités s'étaient débarrassés de leurs masques incommodes et Abraxas Malfoy était parti se coucher, lassé de les voir saccager son superbe parquet. Narcissa était encore en train de penser à Daisy et à Vera quand Lucius vint se laisser tomber sur la chaise que Bellatrix venait d'abandonner pour aller prendre part au duel qui s'organisait dans le jardin. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette ?» lui dit Lucius en lui prenant la main. « Ce n'est rien, » répondit-elle. « Je me suis un peu disputée avec Daisy, et je crois que j'ai bu trop de champagne. » Lucius se pencha vers elle et lui embrassa la main. L'odeur de son souffle indiquait qu'il avait bu au moins autant de champagne qu'elle. Après le succès de son discours, ses yeux brillaient d'excitation et de fierté, mais malgré tout, il fit un effort pour réconforter Narcissa avec sérieux. « Tu sais, Narcissa, je sais à quel point tu l'apprécies, mais je pense que malgré toute sa bonne volonté, Daisy ne te comprendra jamais totalement. Elle ne sait pas ce que c'est, elle, de devoir grandir avec l'absence de sa mère et le mépris de son père. » Narcissa acquiesça la gorge serrée. « Quand je t'ai rencontré, j'ai senti tout de suite que nous avions quelque chose d'important en commun. Mais j'ai mis longtemps à comprendre quoi, » poursuivit Lucius. « Et aujourd'hui, je sais que ce sont nos deux solitudes qui nous ont poussés l'un vers l'autre et qu'elles continuent de nous lier. Et nous allons leur montrer, tous les deux, ce que nous valons vraiment. » acheva Lucius en désignant d'un geste du bras l'ensemble des invités qui ouvraient leurs bourses pour les vider dans la sacoche que Prunas leur présentait. Narcissa sourit et posa sa tête sur son épaule, mais elle n'en était pas rassurée pour autant. « C'est vrai, tu as raison, mais tout de même, je ne peux pas m'empêcher de penser, et si nous étions en train de faire fausse route, et si nous réalisions, un jour, que nous nous sommes trompés sur toute la ligne ?» Lucius se retourna à demi vers les invités qui commençaient à être sérieusement ivres. Il ne semblait pas croire une seconde que cela puisse se produire. « Dans ce cas, nous nous tromperons ensemble, » dit-il avec un petit gloussement, comme s'il ne pouvait rien imaginer de plus excitant. Narcissa passa une main dans la nuque de Lucius, où ses cheveux blonds étaient trempés de sueur. À ses côtés, elle ne se sentait pas toujours heureuse, mais elle se sentait enviée, puissante et en sécurité. Et après tout ce qu'elle avait traversé, elle décida de s'en contenter, même si cela impliquait de participer à cette guerre dont l'enjeu la dépassait complètement, et même si cela devait froisser Daisy et Vera. « Ça me convient, » conclut-elle en l'embrassant. « Au fait, je ne t'ai pas félicité pour ton discours. Tu as été parfaite. » Le sourire de Lucius s'élargit. « Merci. Je t'ai regardé tout du long. Si tu n'avais pas été là, je me serais enfui en courant. Grâce à toi, tu sais qui est absolument ravi de nos services. » « Je ne le vois plus, il est parti ?»« Oui, ce n'est pas un grand bout en train. Bon, on va faire la fête ?» Un peu revigorée, Narcissa se laissa entraîner par Lucius au milieu des convives.
Dans la salle de bal, les invités dansaient avec énergie. Debout sur l'immense table ouvragée, Parkinson faisait couler du champagne sur une pyramide de coupes en cristal. McNair et Travers organisaient un duel de serpents et des invités surexcités pariaient sur leurs favoris en jetant des poignées de galions sur le sol. Rodolphus et Rabaston Lestrange fouillaient les capes brodées accrochées sur le porte-manteau ambulant et empochaient tout ce qu'ils y trouvaient. Près du buffet, Burton échangeait des flasques de bigoliard et de terre tournie contre des bagues ou des boutons de manchette. Thorfinn Raoul vendait des fumes au bec à tous ceux qui étaient ravis de se débaucher de la sorte. Prunas passait entre les jambes des invités avec une sacoche pourvue d'un puissant sortilège d'extension, et Evan Rosier marchait à côté de lui, houspillant les danseurs pour qu'ils fassent la plus généreuse donation possible. « Allez, allez mes amis, pour financer notre lutte, aucun sacrifice n'est trop grand. Regardez, j'ai donné ma montre, et note sa chaîne en or. Je vois de jolies pierres précieuses qui ne m'ont pas encore été confiées. Pensez à tous les aurores que nous allons pouvoir corrompre grâce à cette fortune. Pensez à la victoire qui nous attend. Merci, monsieur, merci. Et madame, là-bas, puis-je vous demander votre diadème? Il ne vous est pas vraiment utile, et il jure avec la couleur de vos yeux. Ah, vous voilà enfin raisonnable. » L'état des invités faisait de plus en plus honte à voir. La musique semblait ne jamais s'interrompre, et Narcissa avait l'impression de voir les choses se dérouler au ralenti. Elle était à la fois fascinée et effrayée par la puissance de l'hystérie collective qui s'emparait de la foule, et par le renoncement de la raison qui s'opérait. Elle se blottit contre Bellatrix plusieurs fois, dès qu'elle en avait l'occasion. « Tu es ivre, Sissi !» lui dit Bellatrix alors que celle-ci l'étreignait pour la 10e fois. « Peut-être, » marmonna-t-elle en resserrant encore davantage son étreinte. Vers le milieu de la nuit, Evan Rosier fit monter Lucius sur la table à la vue de tous. « Mes amis, écoutez-moi » cria-t-il d'une voix mal articulée. La musique diminua en intensité, et les danseurs se tournèrent vers les 2 jeunes hommes blonds qui étaient debout sur la longue table ouvragée. Evan Rosier désigna Lucius. « Voilà notre champion, celui que nous attendions tous, l'étoile qui nous guidera jusqu'à la victoire aux côtés du Seigneur des Ténèbres. » Evan Rosier brandit une couronne sertie de pierres précieuses qu'il avait trouvée dans une des innombrables pièces du manoir. Lucius s'agenouilla devant lui, les bras écartés, et tout le monde éclata de rire. Au milieu de la frénésie des convives, Narcissa avait du mal à respirer. « Voilà pour toi », dit Evan Rosier en posant la couronne sur les cheveux blonds de Lucius. Et quelques invités se prosternèrent à leur tour dans un concert d'applaudissements déchaînés. Lorsque les derniers invités quittèrent le manoir aux premières lueurs de l'aube, Lucius et Narcissa restèrent sur le perron à leur faire de grands signes, puis retournèrent dans la salle de bal où le sol était jonché de galions, de verres brisés, de morceaux de citrouilles éclatés, de confettis dorés et de cadavres de bouteilles qui flottaient dans des flaques de champagne. Dans un coin, le vainqueur du duel de serpents déchiquetait de ses crochets la dépouille du perdant, et dans le fond de la pièce, l'orchestre magique continuait de jouer avec énergie. Lucius et Narcissa étaient complètement ivres, d'autant plus qu'ils avaient pris soin de boire une dernière coupe avec chacun des invités afin que chacun quitte le manoir avec un sentiment d'importance. « Quelle soirée! Et quelle bande d'idiots !» s'exclama Lucius en refermant derrière lui les portes de la salle de bal. Il se laissa tomber sur une chaise et imita un invité en train de l'acclamer. « Oui, oui, il a raison !» Puis il secoua la tête, hilar. « Si j'avais su qu'il serait si facile à manipuler, j'aurais fait ça depuis longtemps. » Narcissa s'écroula sur ses genoux, car elle peinait à tenir debout. Lucius l'attira contre lui et l'étreignit avec force, puis il attrapa sur la table la couronne sertie de pierres précieuses qu'Evan Rosier
avait posé sur sa tête pendant la soirée et la posa sur celle de Narcissa. « Elle te va bien aussi, dit-il avec amusement. Narcissa caressa le métal froid et les pierres précieuses qui cerclaient son front. Le succès faisait briller les yeux pâles de Lucius. Ils étaient tous les deux trempés de sueur, ils avaient les joues rouges et le cœur battant. « Tout ça pour un discours, haleta-t-elle. « Mais quel discours !»« C'est vrai, et j'ai beaucoup aimé ta petite envolée lyrique à la fin. Construisons une nouvelle ère, un nouveau monde pour nous, les sorciers, s'exclama-t-elle en imitant sa voix pompeuse et ses gestes grandiloquents. Un nouveau rêve où nous serons enfin libres, rit Lucius en articulant approximativement. Narcissa éclata de rire et se blottit contre lui. Quelle soirée, soupira-t-elle. Lucius l'embrassa sur le sommet de la tête et lui caressa doucement le dos. Ils restèrent enlacés sur le siège pendant de longues minutes, tous les deux songeurs. « Attends, dit soudain Lucius, j'ai une idée. » Il se mit à remuer et voulut se lever. Alors que Narcissa, étourdie, se rasseyait sur la chaise la plus proche pour ne pas tomber, Lucius marcha à grands pas vers un coin de la pièce, suivant une trajectoire dont la rectitude laissait à désirer. Tout en essayant de maintenir sa tête droite, Narcissa vit Lucius s'emparer de la sacoche de cuir dans laquelle Prunas avait récolté les donations des invités. « Regardons un peu tout ce que ces crétins nous ont donné, » ricana-t-il en soupesant le sac avec un air satisfait. Avec agilité, il monta debout sur une des chaises, puis sauta à pieds joints sur la longue table ouvragée qui se trouvait au milieu de la pièce. « Prête ?» demanda-t-il en brandissant la sacoche de cuir tendue à exploser. Affalé sur sa chaise, Narcissa répondit par un petit rire. Lucius retourna la sacoche, et immédiatement, un torrent de galions et de bijoux se déversa sur la table dans une quantité telle que le tas d'or commença à glisser vers le sol. Et Lucius dut se déplacer sur la table pour répartir leurs trésors. Narcissa renversa sa tête en arrière, radieuse, et eut l'impression que le lustre de cristaux scintillant suspendu au-dessus de sa tête brillait encore plus qu'à l'accoutumée. Elle sourit encore plus largement et ferma les yeux, s'abandonnant un instant à la léthargie qui s'emparait d'elle. « Narcissa, viens !» appela Lucius. « J'arrive !» répondit-elle à mi-voix, baignée dans la lumière étincelante du gigantesque lustre de cristal. Elle entendit des raclements de chaises, puis des bruits de pas qui se rapprochaient d'elle. Au moment où elle ouvrit les yeux, Lucius était en train de se pencher sur elle, et il l'embrassa dans le cou. « Lucius !» rit Narcissa. « Viens !» répéta Lucius en la tirant par la main. Narcissa se leva, en tanguant un peu, et se laissa entraîner vers la table couverte de pièces d'or. « Les invités se sont battus pour donner le maximum, » gloussa Lucius. « Viens voir, il y a de vraies merveilles. » Un peu hébété, Narcissa essuya son front et ses tempes, ruisselant de sueur. « Tu sais qui n'aura peut-être pas besoin de tout ce trésor, » dit Lucius, en lui passant au poignet un bracelet serti de pierres précieuses. « Après tout, c'est grâce à nous qu'il l'a obtenu. » Et ils s'affublèrent en riant des plus beaux bijoux qu'ils trouvaient. Lucius n'avait jamais été aussi exalté, aussi rayonnant. Quant à Narcissa, elle ne savait plus très bien où elle en était. Autour d'elle, la lumière jaillissait de tout ce qu'elle regardait, du lustre de cristal, des flaques de champagne répandues sur le sol, de la chevelure blonde de son mari, de ses yeux pâles, de ses bijoux étincelants, du trésor étalé sur la table. Dans le fond de la pièce, l'orchestre magique semblait jouer de plus en plus vite, et son cœur, dans sa poitrine, battre de plus en plus fort. Une excitation obscure montait en elle, avec une intensité croissante. Sans vraiment s'en rendre compte, ils s'allongèrent sur la table et s'enlacèrent étroitement, faisant tomber une cascade d'or qui carillonnait en ricochant sur le sol. Et au moment
où Lucius descendait ses mains le long de ses hanches, Narcissa lui échappa et descendit de leur estrade improvisée. « Reviens !» souffla Lucius. Narcissa répondit par un éclat de rire et, portée par une envie inexplicable, elle se mit à courir vers la porte dérobée qui se trouvait dans un coin de la pièce. « Hé, reviens !» Alors qu'elle franchissait la porte, elle entendit Lucius se lancer à sa poursuite. « Ah, tu veux jouer à ça ?» gloussa-t-il. « Tu vas voir. Attends un peu que je t'attrape. » Ils parcoururent le manoir en long, en large et en travers, se cachant dans des alcôves pour s'effrayer mutuellement, se cognant dans les murs en riant aux éclats et en s'embrassant fougueusement à chaque fois que l'un attrapait l'autre. Ils n'avaient jamais autant ri, ils ne s'étaient jamais sentis aussi puissants, aussi intensément vivants. « Nous allons être les rois du monde !» criait Lucius en lui courant après. Au détour d'un couloir, Narcissa fit tomber sur le sol un vase en porcelaine finement travaillé et il se brisa en morceaux. Elle s'arrêta aussitôt de rire et s'appuya sur le mur, catastrophée. Lucius regarda fixement les morceaux de vase pendant quelques instants, puis, afin de signifier à Narcissa que le vase sublime n'était qu'une babiole insignifiante dans leur fortune extraordinaire, il donna un coup dans le vase jumeau qui se trouvait juste en face et qui subit le même sort que le premier. Il éclata de rire, rapidement imité par Narcissa, de nouveau grisé. De retour dans le splendide hall d'entrée, Lucius la porta dans l'escalier, tombant à la renverse à plusieurs reprises, mais cela ne les fit rire que davantage. Ils rejoignirent l'aile ouest en titubant, et, dans le couloir qui menait à leur chambre, ils se retirèrent mutuellement leurs vêtements en les arrachant à moitié, à la fois par désir et par maladresse. Puis, ils se jetèrent sur le lit et firent longuement l'amour, pressant et caressant leurs peaux moites, s'embrassant et se mordillant, ivres de champagne et d'allégresse. Dehors, le jour se levait lorsqu'ils s'endormirent étroitement enlacés et le sourire aux lèvres, sans s'inquiéter un seul instant de leur propre malfaisance, ni de la cruauté de celui qui tenait désormais leur destin entre ses mains.